Au printemps 1834, quelque part dans les collines ondoyantes du centre de la Virginie, une découverte fut faite qui allait à jamais changer notre compréhension des profondeurs du mal humain. 47 enfants, âgés de 6 à 16 ans, furent retrouvés enchaînés dans une cave sous ce qui semblait être une ferme ordinaire. Les enfants ne se ressemblaient pas, parlaient différentes langues, et, lorsqu'on les interrogeait, ne pouvaient murmurer qu'un seul nom à travers leurs larmes: Mère Sullivan. Le rapport du shérif local, resté enfoui pendant plus d'un siècle dans les archives du comté de Henrio, décrivait des scènes si bouleversantes que 3 des officiers enquêteurs démissionnèrent dans la semaine. Ce qui rend cette affaire véritablement hantante n'est pas seulement l'horreur de ce qui a été découvert, mais la réalisation glaçante que Constant Sullivan avait mené son entreprise perverse pendant plus de 2 décennies sans être démasquée. Les enfants l'appelaient mère, mais la vérité derrière ce titre allait s'avérer bien plus sinistre que quiconque aurait pu l'imaginer. Avant de poursuivre l'histoire de la famille Sullivan et de leurs secrets indicibles, je veux vous demander quelque chose d'important. Cette chaîne n'est pas faite pour tout le monde, seulement pour les âmes les plus courageuses qui osent affronter les chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Vous comprenez que certaines vérités sont trop horribles pour être ignorées, peu importe à quel point elles nous dérangent. Alors, abonnez-vous et rejoignez notre communauté de véritables chercheurs de mystères. Et dites-moi dans les commentaires, de quel état nous écoutez-vous? Êtes-vous assez courageux pour entendre des histoires comme celle-ci, venant de votre propre arrière-cour? La question qui hantait les enquêteurs à l'époque, et qui continue de dérouter les historiens aujourd'hui, est la suivante. Comment une opération d'une telle ampleur a-t-elle pu passer inaperçue si longtemps dans une communauté rurale soudée? La Virginie de 1834 était une terre prise entre 2 mondes. L'ancien système des plantations dominait encore le paysage social, tandis que des murmures de changements industriels descendaient du nord. Dans cet environnement, la petite communauté agricole de Millbrook, un ensemble d'environ 50 familles dispersées sur les pentes douces du comté de Henrio, représentait l'implantation rurale américaine typique de l'époque. La plupart des habitants cultivaient le tabac ou le maïs, commerçaient à l'épicerie Henderson et se retrouvaient pour des événements sociaux dans l'école à classe unique, qui servait aussi de salle de réunion communautaire. La propriété des Sullivan se trouvait en périphérie de cette communauté. Une modeste maison en bois de 2 étages entourée de près de 200 acres de terres agricoles de première chance. Pour tout voyageur empruntant la route poussiéreuse reliant Millbrook à Richmond, la ferme Sullivan paraissait tout à fait banale. La maison elle-même, construite dans le style fédéral populaire dans les années 1810, présentait un bardage peint en blanc et un porche ceinturant typique de l'architecture virginienne. Une grange rouge se dressait à une 60aine de mètres derrière la maison, un poulailler et un fumoir complétant l'aménagement habituel d'une ferme virginienne. Ce qui rendait la propriété Sullivan unique n'était pas visible depuis la route. Ezra Sullivan, qui avait acheté la terre en 1809 avec l'argent hérité de la fortune du tabac de son père, s'était donné beaucoup de mal pour agrandir le sous-sol de la maison. Alors que la plupart des maisons de Virginie de l'époque possédaient de simples caves à légumes, le sous-sol des Sullivan s'étendait bien au-delà de l'empreinte de la maison. Des artisans locaux se souvenaient avoir été embauchés pour divers travaux d'excavation tout au long des années 1810 et 1820, mais aucun n'avait vu l'ouvrage achevé. Ezra payait bien et en espèces, demandant seulement aux ouvriers de se concentrer sur leurs sections assignées plutôt que sur l'ensemble du projet. Constance Sullivan, l'épouse d'Ezra, était arrivée à Millbrook en 1811, mariée à 22 ans. Les voisins se souvenaient d'elle comme une belle femme aux cheveux noirs et à la voix étonnamment douce. Elle s'habillait simplement, mais avec soin, assistait aux offices méthodistes lorsque sa santé le permettait et entretenait une réputation d'œuvre charitable. Sollicitée pour contribuer à des causes communautaires, Constance expliquait invariablement qu'elle et Ezra s'occupaient déjà de plusieurs enfants orphelins de sa famille en Pennsylvanie. L'arrangement, précisait-elle, était temporaire, le temps de trouver des foyers permanents appropriés. Cette explication suffisait à apaiser la curiosité de la communauté au sujet des aperçus occasionnels d'enfants autour de la propriété Sullivan.
Madame Henderson, à l'épicerie, apercevait parfois un jeune visage qui regardait depuis la charrette des Sullivan, lorsque Constance venait en ville se ravitailler. Les enfants ne parlaient jamais, mais Constance expliquait qu'ils étaient timides, traumatisés par la perte de leurs parents et qu'ils avaient besoin de temps pour s'adapter à leurs nouvelles circonstances. La communauté, familiarisée avec la tragédie des enfants orphelins à une époque de forte mortalité, acceptait ces explications sans poser de questions. Thomas Henderson, qui tenait l'épicerie, se souvint plus tard que Constance Sullivan était l'une de ses clientes les plus fiables. De 2 semaines, elle arrivait avec une liste détaillée et suffisamment d'argent liquide pour acheter de grandes quantités de denrées principales: farine, semoule de maïs, sel, porc, mélasse et autres produits essentiels. Les quantités semblaient importantes pour un couple sans enfants, mais lorsque Thomas le faisait remarquer, Constance lui rappelait les enfants orphelins. Elle achetait aussi des quantités inhabituelles de médicaments courants, expliquant que des enfants issus de conditions précaires arrivaient souvent avec divers maux nécessitant un traitement. La ferme Sullivan fonctionnait selon un rythme qui intriguait certains voisins. Alors que la plupart des familles d'agriculteurs se levaient avec le soleil et travaillaient jusqu'au crépuscule, l'activité à la propriété Sullivan se poursuivait souvent bien dans la soirée. On voyait de la lumière aux fenêtres de la maison à des heures inhabituelles, et des bruits de marteaux ou de travaux de construction résonnaient parfois à travers les champs durant la nuit. Interrogé à ce sujet, Ezra expliquait qu'ils faisaient des aménagements pour accueillir le nombre croissant d'enfants dont ils avaient la charge. Le docteur Marcus Whitefield, le médecin itinérant qui servait la région de Millbrook, se souvenait avoir été appelé à la ferme des Sullivan à plusieurs reprises, dans les années 1820 et au début des années 1830. À chaque fois, on lui disait qu'un des enfants orphelins était tombé malade et nécessitait des soins. Cependant, le docteur Whitefield n'était jamais autorisé à examiner directement les enfants. À la place, Constance décrivait les symptômes et demandait des médicaments précis. Lorsque le médecin insistait pour voir ses patients, Constance expliquait que les enfants avaient trop peur des étrangers, trop traumatisés par leurs expériences pour accepter d'être examinés par des hommes qu'ils ne connaissent pas. La duperie était si complète que même le pasteur local, le révérend Samuel Matthews, croyait à l'œuvre charitable de la famille Sullivan. Lors de ses visites occasionnelles à la ferme, le révérend Matthews louait Constance et Ezra pour leur compassion chrétienne envers tant d'enfants malheureux. Il proposait de trouver des foyers permanents pour les orphelins, mais Constance expliquait toujours qu'elle correspondait déjà avec des parents de Pennsylvanie qui finiraient par accueillir les enfants. Le processus, assurait-elle, exigeait simplement de la patience et une organisation minutieuse. Ce qu'aucun membre de la communauté ne réalisait, c'est que Constance Sullivan perfectionnait sa tromperie depuis plus de 20 ans. Les enfants orphelins n'étaient pas des résidents temporaires en attente d'un placement dans des familles aimantes. C'étaient des prisonniers achetés, enlevés ou attirés loin de leur famille à travers plusieurs États, détenus dans des conditions qui feraient pleurer de terreur les criminels endurcis. La découverte qui allait exposer les secrets horrifiques de la famille Sullivan commença par une série d'incidents apparemment sans lien au début de l'année 1834. Février avait été exceptionnellement rigoureux, avec des températures chutant bien en dessous de zéro pendant des semaines. Le froid mordant qui s'abattit sur la Virginie cet hiver-là se révéla à la fois une bénédiction et une malédiction pour les 47 enfants piégés sous la maison des Sullivan. Le 23 février 1834, un marchand ambulant nommé Jacob Stern se rendait de Richmond à Charlottesville lorsqu'une violente tempête de neige l'obligea à chercher un abri. La ferme des Sullivan étant le bâtiment le plus proche visible depuis la route, semblait un choix naturel pour un hébergement d'urgence. Ezra Sullivan, malgré sa réticence évidente, pouvait difficilement refuser l'hospitalité à un voyageur bloqué par un temps aussi dangereux. Stern décrivit plus tard la soirée comme inconfortablement tendue. Constance Sullivan servit un repas simple de pain de maïs et de porc salé. Mais la conversation était raide et maladroite. Les Sullivan paraissaient nerveux, échangeant constamment des regards et sursautant au moindre bruit. Lorsque Stern demanda des nouvelles des enfants dont on lui avait dit qu'ils vivaient à la ferme, Constance expliqua qu'ils dormaient tous et qu'il ne fallait pas les déranger. Les enfants, dit-elle, avaient été malades, fiévreux et avaient besoin de repos. Ce qui troubla le plus Stern,
ce fut le bruit. Toute la nuit, alors qu'il était allongé sur un lit de fortune dans le salon des Sullivan, il entendit ce qui ressemblait à des pleurs étouffés provenant du dessous du plancher. Quand il en parla à Ezra le lendemain matin, Sullivan affirma que c'était probablement le vent qui sifflait à travers les interstices des fondations. Ce bruit, disait-il, était courant dans les vieilles maisons, surtout par temps froid. Stern accepta cette explication, mais quelque chose dans l'attitude des Sullivan continuait de le préoccuper. Le deuxième incident survint 3 semaines plus tard, le 15 mars. Mary Catherine Flynn, une jeune immigrée irlandaise voyageant avec sa famille pour chercher du travail dans les champs de tabac autour de Richmond, fut séparée de son groupe lors du franchissement d'une rivière. Épuisée et effrayée, elle se rendit à la ferme des Sullivan. À la tombée du soir, Constance Sullivan la recueillit, lui offrant nourriture et abri pour la nuit. Mary Catherine ne fut jamais revue vivante. Lorsque sa famille signala sa disparition au shérif de Richmond, elle décrivit leur dernière position connue et la direction dans laquelle Mary Catherine s'était engagée. Une battue fut organisée, mais l'immensité des étendues sauvages de Virginie rendait presque impossible la recherche d'une seule personne disparue. On abandonna les recherches au bout d'une semaine et on supposa que Mary Catherine Flynn était morte d'exposition ou avait été tuée par des animaux sauvages. L'incident final, qui allait mener à la découverte, eut lieu le 2 avril 1834. Un fermier local nommé William Hutchinson chassait le lapin dans les bois bordant la propriété des Sullivan quand il entendit quelque chose qui le glaça le sang. De quelque part près de la maison des Sullivan venait le son de cris d'enfants. Pas les cris ordinaires de jeunes en train de jouer, mais des hurlements bruts, désespérés, de pure terreur. Hutchinson s'approcha en se dissimulant derrière un bosquet d'oak à 50 mètres de la maison. Pendant près d'1 heure, il observa et écouta. Les cris continuaient par intermittence, semblant toujours venir de dessous la maison plutôt que de l'intérieur. À un moment, il vit Ezra Sullivan émerger de ce qui paraissait être une porte de cave sur le côté de la maison. Sullivan regarda autour de lui avec nervosité, puis disparut à nouveau sous terre. Lorsque Hutchinson rapporta ce qu'il avait vu à ses voisins, les avis étaient partagés. Certains suggéraient que les enfants orphelins étaient peut-être plus perturbés que les Sullivan ne l'indiquaient, nécessitant des traitements médicaux qui pouvaient être pénibles. D'autres, cependant, commencèrent à se souvenir de détails étranges qui n'avaient pas paru importants auparavant. Les quantités inhabituelles de nourriture achetées par Constance Sullivan, les bruits étranges que les voisins entendaient parfois la nuit, le fait qu'aucun des enfants prétendument orphelins n'avait jamais été vu en ville ni lors des rassemblements communautaires. Le shérif Benjamin Crawford, un vétéran qui servait le comté de Henriot depuis plus de 15 ans, rejeta d'abord ses préoccupations comme de simples quotins de voisinage. Toutefois, lorsque William Hutchinson vint le voir directement et insista pour déposer une plainte formelle, Crawford accepta d'enquêter. La loi l'obligeait à donner suite au signalement de possibles sévices en poires enfants, indépendamment de son opinion personnelle sur les plaignants. Le matin 8 avril 1834, le shérif Crawford se rendit à la ferme des Sullivan accompagné de son adjoint Marcus Webb. Ils arrivèrent juste après le lever du soleil, s'attendant à mener une inspection de routine qui mettrait fin aux rumeurs. Constance Sullivan les accueillit à la porte, calme et aimable. Elle invita les officiers à entrer pour un café et exprima sa préoccupation au sujet des commérages qui circulaient dans la communauté. La conversation commença tout à fait normalement. Constance parla de nouveau des enfants orphelins, montra aux officiers des lettres qu'elle affirmait avoir reçues de parents en Pennsylvanie et proposa d'organiser une rencontre entre les enfants et le shérif Crawford une fois qu'ils se seraient remis de leur récente maladie. Tout paraissait parfaitement raisonnable, jusqu'à ce que l'adjoint Webb demande à utiliser les latrines. En contournant la maison, Webb remarqua quelque chose qui le glaça le sang. La porte de cave que William Hutchinson avait vu Ezra Sullivan utiliser était verrouillée avec 3 cadenas distincts. De lourdes chaînes entouraient les poignées et le bois autour des serrures portait des traces de griffonnage désespéré, comme si quelqu'un avait essayé de s'arracher vers l'extérieur. Lorsque Webb revint dans la maison et informa discrètement le shérif Crawford de ce qu'il avait observé, les 2 hommes comprirent qu'ils avaient affaire à quelque chose de bien plus grave que des ragots de voisinage. Crawford demanda poliment à Constance de leur montrer la cave, expliquant qu'une inspection approfondie aiderait à faire taire les rumeurs.
le changement dans le comportement de Constance Sullivan fut immédiat et glaçant. Son visage pâlit, ses mains se mirent à trembler, et elle se mit à balbutier que la cave était dangereuse, que les enfants n'avaient pas le droit d'y descendre, qu'il n'y avait là que du vieux matériel agricole et des réserves. C'est alors qu'ils l'entendirent. De quelque part sous leurs pieds vint le son de pleurs d'enfants, suivi d'une voix faible appelant à l'aide. Le son était étouffé mais indubitable et venait directement de sous la cuisine où ils se tenaient. La suite immédiate de cette première découverte hanterait le shérif Crawford pour le reste de sa vie. Lorsqu'il força, avec l'adjoint Webb, la porte de la cave, l'odeur qui monta des ténèbres fut accablante. Un mélange de déchets humains, de corps non lavés et d'autres choses que Crawford décrivit plus tard comme l'odeur même du désespoir. Le sous-sol qu'Ezra Sullivan avait passé plus de 2 décennies à construire était un main-d'œuvre de cruauté calculée. La salle principale s'étendait bien au-delà de l'empreinte de la maison, plongeant dans la terre comme un terrier souterrain. Des murs de pierre, soigneusement maçonnés et conçus pour étouffer le son, formaient une série de pièces interconnectées. La plus grande, directement sous la cuisine, abritait la plupart des enfants. Ils étaient enchaînés à des anneaux de fer scellés dans les murs de pierre. Chaque enfant était retenu par des entraves aux chevilles. Les chaînes étaient assez longues pour permettre un minimum de mouvement dans un petit périmètre, mais empêchaient toute possibilité d'évasion. Les enfants, âgés d'environ 6 à 16 ans, étaient émaciés, leurs vêtements réduits à des haillons, leur corps portant les marques d'une négligence et de sévices prolongés. Beaucoup présentaient des signes de maladie, fièvre, problèmes respiratoires et affections de cutanée dues à la vie dans cet espace souterrain humide et non ventilé. Ce qui frappa le plus les 2 officiers, ce fut le silence. Après les premiers appels à l'aide, les enfants ne dirent plus rien. Ils fixaient simplement les nouveaux venus avec des yeux où il n'y avait ni espoir, ni attente de secours. L'adjoint Webb, père de 4 enfants, dut remonter 2 fois pour vomir. Le shérif Crawford, malgré ses années d'expérience, se trouva incapable de saisir l'ampleur de ce qu'il voyait. La nature méthodique de l'emprisonnement, les preuves d'une planification au long cours, le nombre même des victimes, tout dépassait son expérience et son imagination. Dans les pièces plus petites, Crawford et Webb découvrirent les preuves du système de contrôle des Sullivan. Une salle contenait un pilori et des dispositifs de contention pour les punitions. Une autre abritait ce qui semblait être un rudiment de salle médicale où l'on soignait les blessures et les maladies des enfants, non par compassion, mais pour les maintenir en vie et fonctionnels. Une 3e pièce contenait des registres détaillés qui s'avéreraient cruciaux pour l'enquête. Nom, âge, date d'arrivée et notes sur l'état et le comportement de chaque enfant. Les registres révélaient l'ampleur de l'opération des Sullivan. Des enfants arrivaient régulièrement à la ferme depuis 1812, peu après l'arrivée de Constance Sullivan à Millbrook. Les sources variaient. Certains étaient des orphelins achetés à des hospices débordés, d'autres des fuguettes attirées par des promesses de nourriture et abri, et d'autres encore semblaient avoir été simplement enlevés à leur famille. Les registres montraient qu'au fil des années, plus de 90 enfants étaient passés par le sous-sol des Sullivan. La question évidente, ce qu'il était avenu des autres, trouva sa réponse de la façon la plus horrifiante qui soit. Dans une pièce séparée, accessible par un passage étroit, obligeant à ramper, Crawford et Webb trouvèrent les restes d'au moins 36 enfants. Certains semblaient être morts de maladie ou de malnutrition, d'autres portaient des signes de violence. Tous étaient enterrés dans des fosses profondes sous le sol de la cave, leurs corps recouverts de chaux pour maîtriser les odeurs et la décomposition. L'enquête qui suivit la découverte initiale se poursuivit pendant des mois, les autorités peinant à comprendre comment une entreprise criminelle de telle ampleur pouvait avoir fonctionné sans être détectée pendant plus de 22 ans. La réponse tenait au génie de la dissimulation de Constance Sullivan et à sa compréhension de la psychologie humaine. Elle avait créé un personnage presque parfaitement conçu pour éviter les soupçons dans une communauté rurale des années 1830. La figure de la femme charitable s'occupant d'enfants orphelins flattait les valeurs chrétiennes de la communauté tout en expliquant les aspects inhabituels du foyer Sullivan. L'histoire d'enfants traumatisés, trop effrayés d'interagir avec des étrangers, fournissait une excuse toute prête au fait que les prétendus orphelins n'étaient jamais vus en public.
L'affirmation que des foyers permanents étaient en cours d'organisation auprès de parents éloignés expliquait pourquoi les enfants ne semblaient jamais quitter la ferme. Plus astucieusement encore, Constante avait mis en place plusieurs couches de protection pour son opération. On apprenait aux enfants de l'appeler mère, de sorte que si quelqu'un les entendait, la relation paraîtrait naturelle. Les rares fois où des enfants étaient aperçus par des étrangers, on les avait consciencieusement entraînés à rester silencieux et à paraître timides plutôt que frayés. Les importantes achats de nourriture s'expliquaient par la présence de nombreux enfants, tandis que les fournitures médicales se justifiaient par la supposée mauvaise santé d'orphelins. La configuration matérielle était aussi bien planifiée, les travaux du sous-sol avaient été étalés sur de nombreuses années, différents ouvriers s'occupant de différentes parties du projet. Aucun artisan n'avait vu l'ensemble, ni compris la vraie finalité des aménagements. L'isolation était assez efficace pour que même les voisins proches n'entendaient rarement quelque chose de suspect. Et quand c'était le cas, les bruits pouvaient être expliqués comme des activités agricoles ordinaires ou le vacarme normal d'enfants qui jouaient. Peut-être le plus troublant était le système de contrôle psychologique que Constance avait développé. On disait aux enfants qu'ils avaient été abandonnés par leur famille, que personne ne les cherchait et que le monde extérieur était dangereux et hostile. Ceux qui se comportaient bien recevaient une nourriture et des conditions de vie légèrement meilleures, ceux qui causaient des problèmes étaient soumis à des punitions qui servaient d'exemple pour les autres. Avec le temps, la plupart des enfants acceptèrent leur captivité comme simplement la manière dont leur vie devait être. La réaction de la communauté à la découverte fut de choc et d'incrédulité absolue. Beaucoup de résidents refusèrent d'abord de croire que Constance Sullivan, la femme discrète qui vivait parmi eux depuis plus de 20 ans, fût capable d'actes aussi monstrueux. Certains suggérèrent qu'elle avait dû être contrainte par son mari, ou que toute l'affaire était, d'une manière ou d'une autre, un malentendu. Ces dénégations devinrent impossibles à maintenir à mesure que d'autres preuves émergeaient. Les registres détaillés trouvés dans la cave ne contenaient pas seulement des informations sur les enfants, mais aussi une correspondance avec des contacts criminels dans d'autres États. Constance Sullivan faisait partie d'un réseau qui trafiquait des enfants, achetant et vendant de jeunes victimes à travers les frontières des États. La ferme des Sullivan n'était qu'une opération au sein d'une entreprise criminelle plus vaste qui s'étendait de la Pennsylvanie à la Géorgie. À mesure que le shérif Crawford approfondit l'affaire Sullivan, des schémas troublants apparurent, laissant penser que l'opération était bien plus sophistiquée qu'on ne l'avait d'abord cru. La correspondance trouvée dans la cave révélait que Constance Sullivan avait été en contact régulier avec au moins 12 autres individus dans 5 États, tous apparemment engagés dans des activités similaires. Les lettres, écrites dans un code simple qui fut finalement déchiffré, parlaient de livraison de marchandises et de contrôle de la qualité, dans un langage qui faisait clairement référence à la traite d'êtres humains. Une lettre datée de seulement 3 mois avant la découverte provenait d'une personne identifiée seulement comme un certain Morrison, à Philadelphie. Morrison écrivait qu'il avait 6 nouveaux articles, d'âge et d'état variés, qui conviendraient à vos exigences. La lettre incluait des descriptions détaillées des enfants, de leurs âges approximatifs et de leur état physique. Plus inquiétant encore, elle comportait des notes sur leur tempérament, quels enfants étaient dociles et lesquels pourraient nécessiter un entraînement supplémentaire. Les registres financiers dressaient un tableau encore plus terrifiant. Constance Sullivan payait entre 50 et 200 $ par enfant, selon l'âge et l'état. Elle recevait aussi des paiements en provenance d'autres lieux, ce qui suggérait que la ferme des Sullivan servait à la fois de destination et de point de distribution pour des enfants victimes de traite. Le montant total d'argent en jeu était stupéfiant pour l'époque. Plus de 8 000 $ de transactions sur 2 décennies, l'équivalent de plusieurs centaines de milliers de dollars actuels. Le docteur Marcus Whitfield, le médecin itinérant qui avait été appelé à la ferme des Sullivan à plusieurs reprises, devint un témoin clé à mesure que l'enquête s'élargissait. Sous interrogatoire, il révéla que Constance Sullivan avait toujours été d'une précision inhabituelle quant aux médicaments qu'elle demandait. Elle avait une connaissance détaillée du traitement de la malnutrition, des infections respiratoires et d'autres affections communes chez les enfants gravement négligés. Et elle avait également demandé des sédatifs et d'autres substances pouvant être utilisées pour contrôler des prisonniers difficiles. Le témoignage du médecin mena à une autre réalisation glaçante.
Constance Sullivan avait étudié de manière systématique la façon de maintenir en vie un grand nombre d'enfants dans des conditions d'extrême privation. Les fournitures médicales qu'elle achetait, les questions qu'elle posait, jusqu'à l'agencement du sous-sol, tout était conçu pour maximiser le taux de survie de ces prisonniers, tout en minimisant les ressources nécessaires à leur maintien. L'homme d'affaires local Thomas Anderson apporta d'autres pièces au puzzle. L'examen de ses registres de vente montrait que Constance Sullivan avait acheté, au fil des années, des quantités croissantes de produits de base. Ce qui semblait répondre aux besoins grandissants d'un foyer charitable était en réalité la preuve d'une opération criminelle en expansion. Anderson se souvenait aussi de demandes précises qui lui avaient paru insolites à l'époque. Des couvertures supplémentaires, de grandes quantités de vêtements pour enfants et des achats en gros de médicaments simples. L'enquête mit également en lumière le rôle d'Ezra Sullivan. Si Constance apparaissait comme la tête pensante, Ezra était responsable de l'entretien matériel de la prison et de la gestion des enfants. Plusieurs victimes survivantes, lorsqu'elles purent enfin parler, le décrivaient comme l'homme de main qui infligeait les punitions et maintenait la discipline. Ces travaux dans le sous-sol n'avaient pas été de simples agrandissements. Il s'agissait d'un perfectionnement constant d'un système conçu pour retenir des êtres humains en captivité. La révélation la plus troublante vint de l'analyse des registres des enfants disparus de la ferme au fil des années. Les livres comptables montraient que certains avaient été transférés vers d'autres lieux, ce qui laissait supposer un réseau d'acheteurs et de vendeurs à travers plusieurs États. D'autres étaient notés comme inadaptés ou problématiques, des mentions qui correspondaient aux restes retrouvés dans le suaire du sous-sol. L'ampleur de l'enquête s'accrut lorsque les autorités d'autres États commencèrent à examiner leurs propres disparitions non résolues. Des rapports d'enfants disparus en Pennsylvanie, en Maryland, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud révélaient des similitudes troublantes. Beaucoup d'entre eux correspondaient au profil des enfants trouvés à la ferme des Sullivan. Pauvres, orphelins ou issus de familles peu susceptibles d'avoir les moyens de mener des recherches approfondies. Des marshals fédéraux furent appelés pour coordonner l'enquête multilatérale. Fait sans précédent pour l'époque, la plupart des forces de l'ordre étant strictement locales. L'affaire Sullivan devint l'une des premières grandes enquêtes criminelles à franchir les frontières des États et à impliquer les autorités fédérales. Les implications juridiques étaient compliquées par le fait que de nombreux crimes avaient eu lieu dans des juridictions différentes, sous des lois différentes. Au fil des semaines, de plus en plus de survivants commencèrent à raconter leur histoire. Leurs récits, remarquablement concordants, décrivaient des années d'emprisonnement, des sévices systématiques et une manipulation psychologique. Les enfants expliquaient comment les nouveaux arrivants étaient brisés, soumis à l'isolement, à la punition et à l'endoctrinement jusqu'à ce qu'ils acceptent leur sort. Ils parlaient d'une hiérarchie complexe entre prisonniers. Les plus âgés recevaient de petits privilèges en échange de leur aide pour contrôler les plus jeunes. Les survivants révélèrent également l'étendue de la manipulation exercée par Constance Sullivan. Elle avait convaincu nombre d'entre eux qu'ils ne valaient rien, que leurs familles les avaient vendus ou abandonnés et qu'ils méritaient leur traitement. Certains des plus âgés, emprisonnés depuis des années, résistèrent d'abord à leur sauvetage, conditionnés à croire que le monde extérieur était encore plus dangereux que leur captivité. L'enquête mit au jour les méthodes d'acquisition des victimes par Sullivan. Elle avait noué des relations avec des fonctionnaires corrompus d'hospices et d'orphelinats qui lui fournissaient des enfants contre rémunération. Elle avait également cultivé des contacts dans les milieux criminels des grandes villes pour repérer des enfants vulnérables, fugueurs, orphelins de rue et autres profils dont l'absence ne serait pas immédiatement remarquée. Plus glaçant encore, les registres montraient que l'opération Sullivan s'était récemment développée. Le nombre d'enfants détenus avait augmenté, et la correspondance évoquait des plans pour établir des installations similaires ailleurs. La découverte à la ferme avait apparemment interrompu une entreprise criminelle sur le point de prendre une ampleur bien plus grande. La percée qui allait mener à l'exposition complète du réseau Sullivan vint d'une source inattendue. Parmi les enfants survivants se trouvait une fille prénommée Rebecca, âgée d'environ 14 ans. Détenue plus longtemps que tous les autres,
Contrairement à ceux qui avaient été brisés par l'épreuve, Rebecca avait conservé une étincelle de défi et une mémoire extraordinaire des détails. Enlevée en 1829 à l'âge de 9 ans de la ferme de sa famille en Pennsylvanie, elle se rappelait de tout. L'arrivée d'une femme se disant parent étranger, les promesses de friandises et d'une course en ville, puis son réveil enchaîné dans le sous-sol des Sullivan. Plus importante encore, elle se rappelait chaque conversation surprise entre Constance Sullivan et les divers visiteurs venus à la ferme au fil des années. Le témoignage de Rebecca révéla que l'opération Sullivan n'était qu'une partie d'un réseau bien plus vaste. Elle avait entendu Constance évoquer d'autres fermes, d'autres lieux où des enfants étaient détenus. Elle se souvenait de noms, de dates et de détails sur des envois d'enfants déplacés entre différentes installations. Ces informations fournirent aux forces de l'ordre leur premier tableau d'ensemble de l'ampleur de l'entreprise criminelle. La révélation la plus significative survint lorsqu'elle décrivit une visite survenue 2 semaines avant la découverte. Un homme bien habillé, arrivé dans un carrosse coûteux, accompagné de 2 autres hommes. Rebecca, avec 3 autres enfants, avait été sélectionnée pour être inspectée par les visiteurs. L'homme les avait examinés minutieusement, dents, tonus musculaire, état général, tel un acheteur évaluant du bétail. Il avait finalement décidé de n'en acheter aucun, se plaignant qu'ils étaient trop abîmés pour ses objectifs. Cependant, il avait laissé une lettre contenant des spécifications détaillées sur le type d'enfant qu'il souhaitait acquérir. Exigences d'âge, de caractéristiques physiques et de tempérament. Le ton était froid et professionnel. Traitons des êtres humains comme des marchandises à acheter et à vendre. La lettre était signée H. Blackwood et comportait une adresse de retour à Charleston, en Caroline du Sud. Lorsque les autorités enquêtèrent, elles découvrirent que Henry Blackwood, riche propriétaire de plantation, achetait des enfants depuis des années, officiellement comme domestique, mais en réalité pour des buts que l'enquête révélerait encore plus sinistres que l'opération Sullivan. Le lien avec Blackwood ouvrit une dimension entièrement nouvelle. Il semblait que des planteurs du Sud utilisaient le réseau de traite pour acquérir des travailleurs entièrement sous leur emprise. À la différence des personnes réduites en esclavage, qui bénéficiaient de quelques protections juridiques et dont la disparition pouvait être remarquée, des enfants trafiqués pouvaient être acculés au travail jusqu'à la mort sans conséquences légales. Ils n'avaient ni famille pour les chercher, ni statut légal pour les protéger, ni espoir d'évasion. L'enquête sur la connexion Blackwood révéla que plusieurs autres familles du Sud, bien en vue, avaient effectué des achats similaires. Les enfants n'étaient pas seulement utilisés comme main-d'œuvre, mais aussi comme sujet d'expérience médicale, comme cible pour des divertissements violents et à d'autres fins que les enquêteurs jugèrent trop bouleversantes pour être intégralement consignées dans leur rapport officiel. À mesure que l'ampleur du réseau devenait claire, l'enquête se heurta à une résistance croissante de la part d'intérêts puissants. Plusieurs familles impliquées avaient des connexions politiques importantes et des ressources substantielles pour se protéger. Des menaces furent proférées contre les enquêteurs, les témoins et même les enfants survivants. Le shérif Crawford reçut des lettres anonymes l'exhortant à abandonner l'affaire. L'adjoint Webb fut agressé par des inconnus en rentrant du travail. Le docteur Whitefield vit soudain sa clientèle la plus influente boycotter son cabinet. La pression visait clairement à intimider les forces de l'ordre et à empêcher que l'étendue du réseau ne soit révélée. La situation s'aggrava encore lorsqu'un des enfants survivants, un garçon nommé Timothy, qui fournissait un témoignage crucial, disparut du refuge temporaire où il était hébergé. Une battue fut organisée, mais Timothy ne fut jamais retrouvé. Le message était clair. Ceux qui coopéraient avec l'enquête s'exposaient à de graves représailles.
Malgré l'intimidation, l'enquête continua. Des marshals fédéraux assurèrent une protection supplémentaire aux témoins clés et aux enquêteurs. Les enfants survivants furent transférés dans des lieux plus sûrs et des gardes armés furent postés à la ferme des Sullivan pour protéger les preuves matérielles. L'affaire était devenue un test de la capacité du système judiciaire américain à fonctionner face à des crimes impliquant des auteurs riches et puissants. La pression atteignit son paroxysme lorsque Constance Sullivan fut retrouvée morte dans sa cellule. La cause officielle du décès fut inscrite comme un suicide, mais les circonstances étaient suspectes. Sullivan devait témoigner sur l'étendue du réseau criminel, y compris les noms de tous ses contacts et clients. Sa mort priva l'enquête de son témoin le plus important et de sa source d'information principale sur la conspiration élargie. Cette mort mystérieuse provoqua une onde de choc dans l'équipe d'enquête. Si des intérêts puissants étaient prêts à éliminer des témoins clés, personne n'était en sécurité. On avait mis au jour une entreprise criminelle si vaste et si bien connectée qu'elle menaçait certaines des familles les plus en vue de la société américaine. Alors qu'il semblait que l'enquête allait dérailler sous l'effet de l'intimidation et de la violence, un développement inattendu changea tout. Un ancien employé de Henry Blackwood, poussé par la culpabilité de ce qu'il avait vu, se manifesta avec des preuves qui firent exploser l'affaire. Cet employé, un certain Samuel Pierce, avait travaillé comme contremaître sur la plantation Blackwood et possédait une connaissance détaillée des enfants achetés via le réseau Sullivan. Pierce apporta des documents qui prouvaient le lien entre l'opération Sullivan et les acheteurs du Sud. Plus important encore, il avait été témoin du sort de nombreux enfants vendus aux planteurs. Son témoignage allait fournir les dernières pièces du puzzle et exposer toute l'horreur infligée aux enfants les plus vulnérables d'Amérique. Le témoignage de Samuel Pierce devant le grand jury fédéral à Richmond demeure l'un des récits les plus bouleversants de l'histoire judiciaire américaine. Pierce, un quadragénaire aux mains burinées et au regard hanté, avait travaillé plus d'une décennie pour Henry Blackwood. Ce qu'il avait vu sur la plantation Blackwood et ce qu'il révéla du sort des enfants de Sullivan choquait même les enquêteurs chevronnés qui pensaient comprendre l'ampleur de l'entreprise. Pierce décrivit le fonctionnement en 2 systèmes de la plantation Blackwood. La principale plantation recourait au travail servile pour la production de coton, selon le modèle économique, brutal, du Sud. Mais Blackwood avait aussi établi ce que Pierce appelait les quartiers expérimentaux, une installation séparée où les enfants trafiqués étaient détenus pour des objectifs sans rapport avec l'agriculture. Les enfants achetés via le réseau Sullivan servaient de sujet d'expérience médicale menée par Blackwood avec plusieurs associés, dont 2 médecins du Charleston Medical College. Les expériences visaient à tester les limites de l'endurance humaine, à étudier les effets de diverses drogues et traitements, et à satisfaire la curiosité scientifique d'hommes qui considéraient ces enfants comme des animaux de laboratoire plutôt que comme des êtres humains. Le témoignage le plus accablant de Pierce porta sur les registres détaillés que tenait Blackwood. Le propriétaire de la plantation documentait tout. Réaction des enfants à différents traitements, taux de survie selon diverses conditions, progression de maladies délibérément introduites pour en étudier les effets. Les registres montraient que Blackwood et ses associés pratiquaient une torture systématique déguisée en recherche médicale. Le témoignage révéla qu'au moins 37 enfants du réseau Sullivan avaient été vendus à Blackwood au fil des années. De ceux-là, seulement 4 survécurent assez longtemps pour être transférés à d'autres acheteurs. Les autres moururent des suites des expériences, de la malnutrition ou des conditions de travail brutales dans les quartiers expérimentaux. Leurs corps furent enterrés dans des tombes anonymes dans une partie reculée de la plantation. Pierce fournit aussi des informations sur le réseau plus large d'acheteurs. Il avait assisté à des réunions où Blackwood discutait d'achats avec d'autres planteurs, des hommes d'affaires fortunés et même des politiciens. Les conversations qu'il surprenait révélaient que le réseau de traite s'étendait bien plus loin que les enquêteurs ne l'imaginaient. Des enfants étaient achetés et vendus dans tout le pays, différents acheteurs avant des exigences et des finalités distinctes. La révélation la plus choquante survint lorsque Pierce décrivit un rassemblement auquel il avait assisté à l'automne 1833. Blackwood y avait organisé ce qu'il appelait une démonstration pour des acheteurs potentiels venus de tout le Sud, destinée à montrer la qualité des enfants disponibles via le réseau et à démontrer les divers usages auxquels ils pouvaient être
affecté. La description de Peirce fut si bouleversante que plusieurs membres du grand jury durent quitter la salle. La démonstration comprenait des exhibitions de la capacité des enfants à effectuer différents types de travaux, leur réaction à diverses formes de punition et de contrôle, et leur aptitude à différents types d'exploitation. On encourageait les acheteurs à examiner les enfants de près, à tester leurs réactions et à passer commande de profils spécifiques. Tout se déroulait dans l'atmosphère affairée et banale d'une vente aux enchères de bétail. Le témoignage de Peirce révéla également l'ampleur financière du réseau. Les prix payés pour les enfants variaient fortement selon l'âge, l'état physique et l'usage prévu. Les plus jeunes, plus faciles à contrôler et à conditionner, se vendaient plus cher. Les enfants présentant des caractéristiques physiques ou des aptitudes particulières étaient cédés à des tarifs premium. Le total des sommes brassées par le réseau se chiffrait à des centaines de milliers de dollars, une fortune pour l'époque. L'équipe d'enquête s'appuya sur les informations de Peirce pour coordonner des descentes dans de multiples sites à travers le Sud. Des marshals fédéraux travaillant avec les forces locales frappèrent simultanément des plantations, entrepôts et autres installations où des enfants trafiqués étaient détenus. Les opérations furent menées dans le secret pour empêcher la destruction de preuves et la fuite des principaux responsables. Les résultats furent stupéfiants. Plus de 100 enfants supplémentaires furent secourus à divers endroits. Des preuves matérielles furent saisies, registres financiers, correspondances et journaux détaillés d'achat et de vente qui documentaient toute l'étendue du réseau. Plusieurs personnalités furent arrêtées, dont Henry Blackwood, 2 médecins du Charleston Medical College et un législateur d'État de Géorgie, l'un des meilleurs clients du réseau. Les éléments saisis dressaient un tableau d'un mal systématique qui choqua la nation. Le réseau opérait depuis plus de 30 ans, impliquait des dizaines d'acheteurs et de vendeurs majeurs et avait fait des centaines de victimes. Le niveau d'organisation et de sophistication n'avait pas de précédent pour une entreprise criminelle de l'époque. Les expériences médicales menées par Blackwood et ses associés furent documentées dans des détails horrifiants. Les dossiers montraient que les expérimentateurs avaient délibérément infecté des enfants pour étudier l'évolution des maladies, tester différents poisons et toxines, et réaliser des interventions chirurgicales sans anesthésie ni formation adéquate. Les enfants étaient traités comme des sujets de jetable, leur vie ne valant que pour les connaissances scientifiques qu'on pouvait extorquer de leur souffrance. L'enquête révéla aussi la corruption qui avait rendu possible le réseau. Des responsables d'orphelinats, d'hospices et d'administration locale avaient été soyés pour fournir des enfants ou fermer les yeux sur leur disparition. Des juges avaient été payés pour déclarer des enfants abandonnés ou approuver des adoptions qui étaient en réalité des ventes. Même certains représentants des forces de l'ordre avaient participé à des dissimulations de preuves et à l'intimidation de témoins. Les procédures judiciaires qui suivirent s'éternisèrent pendant des années, les procureurs peinant à rendre justice à des victimes de crimes commis dans de multiples États et juridictions. La complexité du dossier, ajoutée à la richesse et aux connexions politiques de nombreux prévenus, rendait extrêmement difficiles les poursuites. Plusieurs inculpés majeurs échappèrent à condamnation pour des questions techniques ou grâce à l'influence d'alliés puissants. Néanmoins, l'exposition publique du réseau eut des effets profonds qui dépassèrent largement les seules procédures. L'affaire Sullivan devint un catalyseur pour la première législation fédérale abordant la traite et les sévices infligés aux enfants. Elle conduisit à des réformes de la supervision des orphelinats et hospices et à la mise en place de nouvelles protections juridiques pour les enfants vulnérables. La résolution finale de l'affaire prit près de 5 ans, mais son impact sur la société américaine fut immédiat et profond. La réaction du public mêlait fascination horrifiée et détermination à empêcher la répétition de telles atrocités. Les journaux du pays couvrirent l'histoire avec un luxe de détails inédit,
beaucoup consacrant des numéros entiers aux conclusions de l'enquête. Les enfants survivants durent suivre un long et difficile chemin de rétablissement. La plupart avaient été détenus pendant des années et n'avaient plus de souvenir d'une vie avant la captivité. Les 47 enfants secourus du sous-sol des Sullivan nécessitèrent des soins médicaux intensifs, un soutien psychologique et un accompagnement patient pour réapprendre des interactions humaines normales. Beaucoup ne se remirent jamais complètement, portant des cicatrices physiques et émotionnelles toute leur vie. Rebecca, la jeune fille de 14 ans, dont le témoignage avait été crucial pour dévoiler le réseau, devint une sorte de figure publique, son courage faisant le tour de la presse. Mais cette attention se révéla écrasante pour quelqu'un ayant subi un tel traumatisme. Elle fut finalement accueillie par une famille Quaker en Pennsylvanie qui lui offrit l'environnement calme et bienveillant dont elle avait besoin pour guérir. Rebecca vécut jusqu'à 73 ans, se maria et fonda une famille, mais ne parla plus jamais publiquement de son expérience après son témoignage au procès. Les procédures révélèrent toute l'étendue de la corruption qui avait permis au réseau d'exister. Ezra Sullivan, capturé lors de la première descente, fut reconnu coupable de multiples chefs d'enlèvement, de séquestration et de meurtre. Il fut exécuté par pendaison à Richmond le 15 novembre 1836 devant plus de 3000 personnes. Ses dernières paroles, selon des témoins, furent l'aveu d'avoir suivi la voie du diable et une demande de pardon aux enfants qu'il avait contribué à torturer. Le procès de Henry Blackwood, une véritable sensation, exposa le côté le plus sombre de la Société des plantations du Sud. Les dossiers médicaux saisis sur sa plantation fournissaient des preuves de torture et de meurtres systématiques qui choquèrent même les observateurs endurcis. Blackwood fut reconnu coupable de multiples meurtres et condamné à mort. Mais son exécution fut repoussée pendant des années par des appels et des manœuvres politiques. Il mourut finalement en prison en 1841, officiellement d'une crise cardiaque, bien que certains soupçonnent un empoisonnement organisé par des associés craignant qu'il ne révèle d'autres secrets. Les 2 médecins du Charleston Medical College impliqués dans les expériences furent radiés de la profession et condamnés à de lourdes peines de prison. Leurs affaires entraînèrent de nouvelles règles encadrant la recherche médicale et le traitement des sujets humains. Le collège lui-même fut plongé dans un scandale qui faillit provoquer sa fermeture, les enquêteurs ayant révélé que d'autres membres du corps enseignant connaissaient les expériences illégales sans les dénoncer. L'aspect le plus frustrant de l'enquête fut le nombre de puissants qui échappèrent à la justice malgré des preuves claires de leur implication. Plusieurs riches planteurs s'enfuirent en Europe avant leur arrestation. D'autres usèrent de leurs connexions politiques pour éviter des poursuites ou écoper des peines dérisoires au regard de la gravité de leurs crimes. Un législateur de Géorgie, l'un des principaux clients du réseau, fut certes blâmé par son assemblée, mais ne fut jamais poursuivi pénalement. L'examen financier révéla que le réseau avait généré des profits énormes pour les organisateurs. Constance Sullivan à elle seule avait accumulé plus de 12 000 $ de bénéfices sur 20 ans. Une somme équivalente là encore à plusieurs centaines de millions de dollars actuels. Une grande partie de cet argent ne fut jamais retrouvée, ayant été investi dans des entreprises légitimes ou dissimulé sur des comptes inaccessibles aux enquêteurs. L'affaire des Sullivan devint un symbole des horreurs révélées. La propriété fut saisie par l'État et vendue aux enchères, mais personne ne voulait vivre dans un lieu associé à un tel mal. La maison fut démolie en 1845, le sous-sol rempli de béton et scellé à jamais. Un petit cimetière fut établi sur le site pour commémorer les enfants morts là, bien que la plupart de leurs noms ne soient jamais connus. L'affaire entraîna d'importantes réformes en matière de protection de l'enfance. La Virginie adopta les premières lois américaines complètes de protection de l'enfance, instaurant une supervision gouvernementale des orphelinats et exigeant des vérifications d'antécédents pour toute personne souhaitant adopter ou s'occuper d'un grand nombre d'enfants. D'autres États suivirent rapidement avec de législations similaires, posant les bases des systèmes modernes de protection de l'enfance. Le gouvernement fédéral réagit également, promulguant de nouvelles lois contre les crimes interétatiques et la traite humaine. L'affaire Sullivan avait mis en évidence les limites d'une application des lois uniquement à l'échelle des États pour des crimes franchissant les frontières. De nouveaux textes fédéraux donnèrent au Marshal une autorité élargie pour enquêter et poursuivre,
établissant des précédents cruciaux pour l'évolution ultérieure de la justice pénale. Peut-être plus important encore, l'affaire changea la conscience publique quant à la vulnérabilité des enfants et à la nécessité d'une protection systématique. L'image romantique de l'individu charitable s'occupant d'orphelins fut remplacée par une compréhension plus réaliste de la nécessité d'une supervision institutionnelle et de garde-fous juridiques. L'expression « une autre affaire Sullivan » entra dans le langage courant comme avertissement contre le potentiel d'abus dans les situations impliquant des personnes vulnérables. Le docteur Marcus Whitfield, le médecin qui, sans le vouloir, avait permis à l'opération Sullivan de perdurer par ses consultations, consacra le reste de sa carrière à l'enfance. Il fonda des dispensaires gratuits pour les enfants orphelins et abandonnés et devint un défenseur de réformes en pratique médicale pour empêcher que des médecins soient manipulés par des criminels. Ses écrits ultérieurs sur l'éthique médicale furent profondément marqués par l'affaire Sullivan. Le shérif Benjamin Crawford, qui avait mené l'enquête initiale, fut promu marshal fédéral et consacra le reste de sa carrière à des affaires similaires. Il devint l'un des premiers policiers spécialisés dans les crimes contre les enfants, développant des techniques et procédures d'enquête utilisées pendant des décennies. Ces rapports détaillés de l'affaire Sullivan devinrent des lectures obligatoires pour les forces de l'ordre à travers le pays. Les récits des enfants, au fil des années, révélèrent toute l'ampleur de la résilience humaine et les effets à long terme des abus systématiques. Certains, comme Rebecca, purent mener des vies relativement normales, avec un soutien adéquat. D'autres luttèrent contre des maladies mentales, des addictions et d'autres problèmes issus de leur traumatisme. Quelques-uns ne se rétablirent pas jamais et moururent jeunes de complications liées à leurs années de captivité et de sévices. La correspondance du réseau, conservée comme preuve, fournit aux enquêteurs des informations qui alimentèrent d'autres dossiers pendant des années après la découverte initiale. Les lettres trouvées dans le sous-sol des Sullivan faisaient référence à d'autres opérations, d'autres victimes et d'autres auteurs. Certaines pistes aboutirent à des poursuites réussies, d'autres se perdirent faute d'éléments ou parce que trop de temps s'était écoulé. L'un des aspects les plus obsédants fut la prise de conscience que l'opération Sullivan n'était qu'un élément d'un système d'exploitation beaucoup plus large, resté en grande partie invisible pendant des décennies. L'enquête révéla que des réseaux similaires avaient opéré ailleurs dans le pays, que des enfants avaient été achetés et vendus comme des marchandises à travers l'histoire américaine, et que les systèmes juridiques et sociaux avaient été insuffisants pour protéger les plus vulnérables. L'affaire mit également en lumière la responsabilité des communautés dans la prévention de telles atrocités. Les habitants de Millbrook, qui avaient vécu 20 ans à côté d'une scène de crime les plus horrifiantes de l'histoire américaine, s'interrogèrent avec culpabilité. Comment avaient-ils pu ne pas voir? Quels signes avaient-ils manqué ou ignoré? Auraient-ils pu prévenir ces souffrances en étant plus vigilants ou plus méfiants? Ces questions nourrirent des débats plus larges sur l'obligation de veiller sur les membres les plus vulnérables d'une communauté. L'affaire Sullivan devint la mise en garde contre les dangers d'accepter des explications sans enquête, de respecter une vie privée quand ce respect permet l'abus, et de supposer que des apparences respectables garantissent une conduite morale. L'héritage de l'affaire Sullivan s'étendit beaucoup plus loin que les réformes immédiates qu'elle inspira. La documentation détaillée de l'enquête, correspondances, registres financiers et témoignages, devint une ressource inestimable pour comprendre l'histoire du crime et de l'exploitation en Amérique. Historiens, criminologues et réformateurs sociaux étudièrent l'affaire pendant des générations pour comprendre comment un mal systématique peut prospérer au sein de communautés en apparence ordinaires. Au bout du compte, le règne de terreur de la famille Sullivan prit fin non pas grâce à une police sophistiquée ou à des techniques d'enquête avancées, mais simplement grâce au courage de gens ordinaires qui refusèrent d'ignorer des signes manifestes de danger. La décision de William Hutchinson de signaler ce qu'il avait entendu, la volonté du shérif Crawford de prendre au sérieux les inquiétudes de la communauté, et la détermination de Rebecca de témoigner malgré ses traumatismes. Le sous-sol où 47 enfants furent retrouvés enchaînés et scellés depuis plus d'un siècle. Mais l'écho de leur souffrance nous rappelle l'importance de la vigilance, du courage et de la compassion pour protéger ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes.
L'affaire Sullivan demeure à la fois un témoignage du mal humain et un rappel du pouvoir de la conscience individuelle à triompher des systèmes d'exploitation et d'abus les plus enracinés. Si cette histoire vous a donné des frissons, vous comprenez pourquoi ces chapitres sombres de l'histoire américaine ne doivent jamais être oubliés. Au moment où l'on croit avoir tout vu, l'horreur de lieux comme la ferme des Sullivan approfondit notre compréhension de la façon dont le mal peut se dissimuler derrière des façades respectables. Si cette histoire vous donne la chair de poule, partagez cette vidéo avec un ami qui aime les mystères sombres. Cliquez sur j'aime pour soutenir notre travail. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune histoire de ce genre. Découvrons ensemble quels autres secrets restent enfouis dans le passé de l'Amérique. Ce mystère nous montre que le mal porte souvent le masque de la respectabilité et que les crimes les plus horribles peuvent être commis par ceux qui paraissent les plus ordinaires aux yeux de leur communauté. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que tout a été révélé ou subsiste-t-il encore des secrets enfouis dans les collines de Virginie? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez en entendre d'autres du même genre, abonnez-vous, activez la cloche et partagez avec quelqu'un qui aime les mystères. L'obscurité de l'histoire américaine a encore bien des secrets à révéler, et nous serons là pour les mettre au jour. À la prochaine vidéo.